moi, je voudrais vous parler donc de mon livre, L'Ukraine, un basculement du monde, parce que j'ai essayé de faire deux parties. Une première partie sur la guerre elle-même et une autre partie sur les conséquences. Et à mon avis, le plus important, c'est les conséquences, c'est-à-dire quelle va être la place des États-Unis demain, quelle peut être la place de la Chine, de la Russie, de l'Europe, etc. Mais avant, il faut étudier le reste. Alors, j'ai voulu d'abord, je vais vous faire trois petites remarques préliminaires, histoire de cadrer un peu mon sujet. La première remarque, c'est une remarque, je dirais, une métaphore maritime, puisque je suis un homme de la voile. Et quand ceux d'entre vous qui connaissent la voile savent ce que c'est que l'écoulement laminaire et l'écoulement turbulent. L'écoulement laminaire, c'est quand vous avez les voiles qui sont bien faites et vous avez, je dirais, l'air qui passe et qui produit une dépression qui tire le bateau, en fait. Le vent ne pousse pas le bateau, il tire le bateau. Et l'écoulement turbulent, c'est quand ça frappe les voiles ou que les voiles sont mal mises. Et à ce moment-là, ça crée des vortex. Eh ben, le système d'aujourd'hui dans lequel nous vivons dans nos pays occidentaux et spécialement la France, il obéit exactement aux mêmes règles. C'est-à-dire que lorsque vous avez un État qui fonctionne, une société à peu près juste, etc., des frontières qui sont défendues, enfin, quand les fondamentaux sont assurés, vous avez ce que j'appelle un écoulement laminaire, c'est-à-dire que la vitalité des familles, des personnes, etc., s'exprime naturellement et donne de la croissance et du développement. Par contre, quand vous avez un système qui ne marche pas, vous avez un système de vortex qui se crée, et donc l'énergie est perdue dans des batailles intestines ou même personnelles, etc. Et ça porte un nom sur le plan social, ça s'appelle les systèmes de bouc émissaire. C'est-à-dire le vortex, ça s'appelle un système de bouc émissaire. Donc on en choisit un et on monte les autres contre lui. On fait comme ça. Parce que comme en plus, chez nous, c'est dans la plupart des cas des systèmes oligarchiques avec un État qui n'est pas assez fort, il faut créer de la puissance politique à partir des oppositions entre les personnes pour empêcher que les mécontentements se portent directement sur les chefs. Et c'est à ça que ça sert. Vous avez deux types de vortex. Vous en avez certains en temps de guerre et d'autres en temps de paix. Le système que vous avez en temps de guerre, c'est basé sur la peur, c'est-à-dire celui-là est un ennemi de l'État ou un ennemi de la nation, etc. Il faut le guillotiner. Ça, c'est quand vous êtes en guerre ou en guerre civile. Et en temps de paix, vous avez un système. Et si vous l'étudiez comme ça, vous apercevez que c'est véritablement devenu un système de domination ou un système de gouvernement. C'est ce que j'appelle le piège émotionnel. Donc, vous avez un méchant et des gentils. Donc, vous avez ça systématiquement, partout, tout le temps. Chaque fois, vous allez vous en rendre compte que vous verrez un journaliste qui interroge quelqu'un, lui dit quel est votre ressenti. La personne va répondre, excusez-moi, mais mon ressenti, on s'en fout de mon ressenti. C'est mon analyse qui compte. Qu'est-ce que ma tête traduit, pas mon ressenti. Mais c'est tellement habituel qu'on se laisse prendre à ça. Je vous prends un exemple. Nicolas Dupont-Aignan passe il n'y a pas longtemps chez Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk lui dit, mais Nicolas Dupont-Aignan, c'est quand même les Russes qui ont attaqué les Ukrainiens, non? Et Sonia et Dupont-Aignan lui dit, oui, mais c'est pas si simple, etc. Moi, j'envoie tout de suite un message à Dupont-Aignan disant, vous venez de nous faire piéger. Vous avez fait piéger. Il faut lui dire, chère Sonia, vous oubliez qu'une chose, c'est que pendant 8 ans avant, il y a eu une guerre civile qui a fait entre 16 et 20 000 morts, essentiellement des civils, et des enfants qui ne sont jamais sortis de leur cave pendant 8 ans. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si c'est des Russes qui meurent, ça n'a pas d'importance. Par contre, si c'est les Ukrainiens, ça, c'est important. C'est ça que vous dites, chère Sonia? Alors, à ce moment-là, elle aurait dit, c'est pas ça. Mais si vous voulez, c'est immédiatement, c'est quel est votre ressenti, quel est le ressenti. Il y a les victimes et il y a les. Donc, je vous dis ça parce que, aussi bien sur l'Ukraine que sur d'autres sujets, mais spécialement vrai sur l'Ukraine, il faut immédiatement prendre du recul par rapport à la façon dont les choses sont faites.
Est-ce qu'on est dans un piège émotionnel ou est-ce que c'est la réalité historique? Donc, il faut repartir au dépend de la réalité historique, de la réalité géopolitique. Il faut parler de la guerre économique, il faut parler de la guerre militaire, il faut parler de la guerre culturelle. On ne peut pas tirer de conclusion sur ce conflit. Il faut parler de la guerre diplomatique, il faut parler, voilà. Donc, j'ai fait un chapitre sur tous ces aspects. Il faut parler de la corruption, il faut parler des oligarques. Vous ne pouvez pas tirer une conclusion si vous ne rentrez pas dans l'analyse et que vous faites un vrai effort pour faire travailler non pas votre sentiment, mais votre tête. Voilà. Donc ça, c'est ma première remarque. Méfions-nous toujours du piège émotionnel et de ce système de bouc émissaire dans lequel d'ailleurs les personnes les plus habituées et je dirais naturelles, ce sont les pervers narcissiques. Puisque les pervers narcissiques fonctionnent, ils ont un art absolu pour trouver comment monter un système de bouc émissaire. Je pense que vous avez un exemple dans le système français aujourd'hui. Vous avez systématiquement une recherche d'un système de bouc émissaire, que ce soit concernant le vaccin, l'Ukraine ou n'importe quel sujet, c'est automatiquement la façon dont les problèmes sont posés. Vous avez toujours un méchant et des gentils. Voilà. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est sur la question de la guerre hybride. On vous dit, ah oui, c'est une guerre hybride, c'est une guerre hybride. Guerre hybride, ça ne veut rien dire. Je veux dire, toutes les guerres sont hybrides. Elles sont déjà militaires, elles sont politiques, elles sont médiatiques. Donc, important, c'est en quoi elle est hybride, quelles sont les caractéristiques de cette hybridité. Et pour moi, il y en a trois. Le fait que c'est une guerre locale, que c'est une guerre mondiale et que c'est une guerre nucléaire. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est une guerre nucléaire. Non pas parce que les deux belligérants, en fait, que sont la Russie et les États-Unis, qui sont derrière l'Ukraine et qui l'ont été depuis le début, non pas parce qu'ils s'envoient des bombes, mais parce qu'ils pensent en permanence au risque qu'il y a dans s'envoyer des bombes. Donc la guerre est nucléaire. Si c'était deux puissances, si ce n'étaient pas les deux premières puissances nucléaires du monde, la guerre ne se déroulerait absolument pas de la même façon. Donc elle est nucléaire. Et c'est parce qu'elle est nucléaire qu'elle est locale. Parce que ils se sont bien mis d'accord sur le fait que le conflit militaire, lui, doit rester à l'intérieur des frontières, sauf quelques petites pichenettes que les Ukrainiens essayent de développer pour faire oublier quand ils prennent une pelle ici ou là. Mais sinon, elle est bien locale. Et c'est parce qu'elle est locale qu'elle est globale. Parce que le militaire est local, par contre, tout le reste est global. La guerre économique est totalement globale, la guerre médiatique est globale, la guerre, comment ça s'appelle, diplomatique est globale, la guerre civilisationnelle est globale. Donc voilà. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Et j'en ai discuté avec certains experts, ils disaient que le fait nucléaire est le fait le plus important à l'intérieur de cette guerre, même si les bombes ne s'échangent pas. Mais la dissuasion joue à plein. C'est fondamental de comprendre ça. Alors, le troisième petite remarque que je voulais faire, c'est pour vous dire que, compte tenu de ce que je viens de vous dire, et en particulier de ma remarque première, ce qui est important dans cette affaire, si on veut comprendre, c'est de faire un raisonnement géopolitique, c'est-à-dire de lever le nez du guidon et de se dire, bon, ben voilà, quels sont les éléments, qu'est-ce qu'il faut comprendre, etc. D'avoir l'attitude du médecin et pas celui de la famille face au patient. C'est pas quand vous avez quelqu'un de votre famille qui est malade, vous le confiez pas au reste de sa famille qui est larmoyante en disant ah, le pauvre, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous le confiez au médecin qui est froid et qui dit il faut l'opérer ou bien il faut pas l'opérer, il faut faire ci, faire tel traitement, etc. C'est ça que vous faites. Donc là, c'est pareil. Il faut avoir ce recul par rapport à la guerre en se disant attends. D'accord, on est en train de te dire qu'il y a 3 soldats qui sont morts et que donc ceux qui les ont fait sont très méchants, etc. C'est pas ça. La guerre, c'est quoi? Où sont les équilibres? Qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, il faut prendre ce recul. Voilà. Donc ça, c'était un peu mes 3 remarques préliminaires. Alors, je fais d'abord une analyse historique qui est très importante. Et là, je m'appuie sur le livre d'Éric Branca qui s'appelle
l'ami américain, et sur une historienne qui s'appelle Annie Laquaris, que je vous conseille d'aller chercher sur Internet, et qui fait une interview de 2 heures en particulier avec avec euh, un journaliste qui s'appelle Michel Colomb, et c'est une communiste, elle a toujours été communiste, elle veut parler qu'à des communistes d'ailleurs. Quand vous voulez la faire venir, vous n'y arrivez pas parce que si elle n'est pas communiste, elle ne veut pas. Mais du coup, elle a pas de scrupule à analyser l'histoire et l'histoire américaine, et elle est d'une érudition absolue. C'est tout à fait passionnant. Et elle dit une chose, elle dit que, en fait, l'Ukraine et la Russie, mais l'Ukraine en particulier, étaient des territoires qui passionnaient l'Allemagne, par exemple, dès le Deuxième Reich. Elle cite par exemple Bismarck en 1886 qui dit nous laisserons la vache autrichienne s'engraisser sur les packages ukrainiens, ensuite nous la mangerons. Voilà ce qu'il dit. Donc il y avait déjà ce tropisme vers l'Ukraine. Et d'ailleurs, les Russes, eux, quand ils entendent, parler du livre Le Grand Échiquier, que vous connaissez tous, de Brzezinski, c'est de la foutaise son truc-là. C'est pas géopolitique. Ce qu'ils ont envie, c'est de bouffer l'Ukraine et de bouffer la Russie. C'est ça qui les intéresse. Donc, ils l'habillent comme ils veulent, mais c'est ça l'idée. Donc, cette espèce d'envie d'enrichissement et de conquête qui vient du Deuxième Reich, donc ensuite est récupéré par le Troisième Reich, et ensuite, ça c'est Branca qui le démontre, est récupéré par les Américains lorsque les Américains mettent la main sur l'Allemagne en 1945. Alors ça, c'est très intéressant parce que elle explique que les Allemands, que les Américains recyclent non pas des centaines ni des milliers, mais des dizaines de milliers d'officiers nazis pour en faire l'armature de leur défense contre la Russie. Et en particulier, un homme qui s'appelle Reinhard Gehlen, qui est dont ils vont faire le chef du contre-espionnage allemand jusqu'en 69. Un général nazi qui sera le chef du contre-espionnage allemand jusqu'en 69. Et ce Gehlen va utiliser je dirais, un agitateur qui est lui-même aussi un nazi, qui est d'origine ukrainienne, d'origine polonaise, puisqu'il vient de la partie qu'on appelle la Galicie orientale, la région de Lviv, etc., qui s'appelle donc Bandera, dont je ne vous raconte pas l'histoire parce que c'est un peu compliqué, mais ce Bandera et ses suiveurs seront le biais par lequel les Américains essaieront en permanence de déstabiliser le monde russe à partir de l'Ukraine. Et Annie Laquaris a cette phrase, jusqu'en 91, les Américains feront la pluie et le beau temps dans l'Ukraine de l'Ouest. La pluie et le beau temps. Donc en fait, les choses ne sont pas du tout aussi simples qu'on le pense. D'une part, en pensant que les Russes ont le contrôle de l'ensemble de ce territoire, et d'autre part que les Américains, ils arrivent comme ça au moment des révolutions oranges. Non, il y a véritablement un intérêt américain pour cette région depuis 1945. Depuis 1945. Pas depuis 2013 ou 2006 ou 2004, mais depuis 1945. Alors, l'autre chose que démontre Eric Branca, c'est que en fait, les Américains ont toujours, dans leurs différentes approches de la politique étrangère, eu l'habitude de mener en parallèle deux stratégies contradictoires en se disant on prendra finalement celle qui est la plus intéressante au moment où le truc se finira. Donc, ils ont soutenu le Shah et Khomeini, ils ont soutenu, ils ont financé l'OAS et en même temps le FLN, vous voyez? Dans la guerre civile russe, ils ont financé les Blancs et les Rouges.
Voilà. Et si vous voulez, il montre que dès le milieu de la guerre, en fait, Roosevelt envoie Alan Dulles à Berne pour essayer de négocier le retournement des nazis. Alors en même temps, il est avec les Russes pour battre les nazis, en même temps, il est en train d'essayer de négocier, d'être avec les nazis pour se retourner contre les Russes. Et ça marche pas parce qu'en fait, la Russie se fait, l'Allemagne se fait écraser à Koursk et donc elle a plus d'armée. Donc ils sont obligés de choisir cette solution, mais ils essayent. Et en fait, pour moi, on a fait une erreur d'analyse lorsqu'on s'est dit en 45, voilà, la guerre est finie. La guerre n'est pas finie, la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, elle s'arrête en 91, pas en 45. Parce qu'en fait, les Russes, les Américains, à mon avis, ont beaucoup plus peur des Russes que des Allemands. Alors on dira, Roosevelt s'est fait rouler par Staline. Mais en fait, quand Roosevelt disparaît, en fait, l'Allemagne, les États-Unis reprennent leur politique. Et pourquoi est-ce qu'ils ont plus peur de la Russie que de l'Allemagne? Parce que la Russie, finalement, l'Allemagne est un colosse au pied d'argile. Elle n'a pas de profondeur stratégique. Elle n'a pas de profondeur stratégique. Elle n'a pas une idéologie mondialiste, je suis désolé. Elle veut l'extension de son territoire, mais ce n'est pas une idéologie mondialiste. Et elle n'a pas d'accès aux matières premières, puisque les seules matières, c'est le charbon, et que la filière charbon est une filière qui est très chère, ils ont 3 semaines d'essence pour leur char, c'est tout. C'est pour ça qu'ils foncent à l'est, parce qu'ils veulent aller à bas coût. Donc, en fait, la Russie est beaucoup plus dangereuse stratégiquement pour les Russes, pour les Américains, parce qu'ils ont une profondeur de champ phénoménale, ils ont toutes les matières qu'on veut, et en plus, ils ont une philosophie qui est exactement concurrente et inverse de la philosophie libérale américaine. Donc, leur véritable ennemi, en fait, c'est la Russie. C'est la Russie, leur véritable ennemi. Et en fait, ils le battent en 91. Donc la Deuxième Guerre mondiale, elle s'arrête en 91 et pas en 45. Mais qu'est-ce qui se passe en 91? À partir du moment où le système soviétique tombe et où la Russie perd son caractère impérialiste, elle retrouve, je dirais, une virginité politique qui lui permet de se rapprocher de l'Europe. Et là, on tombe dans le deuxième danger, qui est aussi mortel que le premier, parce que le premier, comme Solzhenitsyn le montre, suite à Yalta, il pouvait s'arranger pour se partager le monde. Mais à partir du moment où la Russie est capable, et je dirais, est redevenue présentable, et donc, elle peut se rapprocher de l'Europe, elle peut se rapprocher de l'Europe et créer à terme un pôle concurrent des États-Unis qui est aussi mortel pour les États-Unis que celui de la période communiste. Donc, à mon avis, la Troisième Guerre mondiale, elle commence en 91, mais pas maintenant. Et là, on en voit la partie militaire et quelque part une partie finale. Mais en fait, elle a commencé depuis le début. Alors, ce qui nous a trompés, c'est une chose, c'est qu'on a vu la détente. Mais la détente, elle n'a pas le même effet d'un côté et de l'autre. C'est pas la même détente. Pour les Russes, la détente est essentielle parce que c'est la clé de leur développement futur en se rapprochant des systèmes politiques occidentaux. Mais, donc elle est stratégique. Mais pour les Américains, elle n'est pas stratégique, elle est tactique, la descente. Parce que la détente est uniquement due au fait que comme ils ont en face la première puissance nucléaire du monde, ils ne peuvent pas se permettre d'aller lui casser la figure. Ils ne peuvent pas. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont utiliser des artifices avec toute cette tectonique des plaques qu'on a vu pour essayer de les, comme le bonsaï, de leur couper les racines autour petit à petit, etc. Ils vont choisir un système de pression progressif pour pouvoir en fait, les battre sans combattre. C'est ça qu'ils ont fait, en fait. Mais on est, et ça, tous les stratèges russes l'ont vu, puisqu'il y a un des stratèges
Poutine qui s'appelle Sergueï Glaziev, donc qui était l'homme en fait du système qui a voulu mettre en place le système parallèle au système de Bretton Woods et qui ne pouvait pas parce que en fait la Banque centrale, elle qui était occidentalophile, l'en empêchait et Poutine n'osait pas arbitrer en faveur de Glaziev, a écrit un livre il y a 15 ans qui s'appelait La Troisième Guerre mondiale aura lieu et les Américains la perdront. Donc en fait, cette situation que nous avons découvert en 2022 en disant « Ah, bon sang, c'est la guerre », etc., les Russes savent depuis 10 ans, 15 ans que la guerre aura lieu. Il n'y a que nous qui ne le voyons pas. Et eux, ils le savaient depuis longtemps. Donc voilà un peu le cadre, si vous voulez, général. Je ne rentre pas dans les détails. La guerre commerciale, il faut étudier la guerre commerciale. Il faut étudier tous les aspects que je vous ai dit. Moi, je pense que, en fait, Poutine gagne la guerre dès le début. Et il la gagne de deux façons. La première, c'est quand son économie ne s'effondre pas. Un mois après, il dit on va me payer en roubles. Et ça, c'est parce qu'il a construit depuis le début son affaire en donnant du gaz pas cher à l'Allemagne, qui était trop contente de le recevoir. Et en fait, nous, quand on a créé les sanctions, on n'a pas osé mettre dans les sanctions les banques du gaz. Donc, du coup, on n'a pas coulé l'économie russe. On s'est plutôt coulé nous-mêmes parce que quand vous voulez mettre des sanctions à un pays, si vous êtes 100 pour mettre des sanctions contre un, lui, il est en blocus. Mais si vous êtes 20 à lui mettre des sanctions et que les 80 autres sont avec lui, c'est vous qui êtes dans le blocus. Donc en fait, on s'est blocusé nous-mêmes, en fait, d'une certaine façon. Sauf qu'on n'a pas encore compris ça. Parce que le reste du monde n'a pas suivi. Et l'autre, donc il a gagné à ce moment-là, parce que son économie ne tombe pas. Et l'autre, c'est le tsunami diplomatique qui vient du fait que 80% des pays de la planète ne suivent pas les sanctions. Alors ça, pour tous les diplomates du monde, ça a été quelque chose d'absolument... c'est la première révolution de cette guerre, si vous voulez. Parce que avant, moi j'ai voyagé en Afrique, etc. J'ai passé 40 ans à voyager. On disait à un pays africain, écoute, maintenant tu votes comme ça parce que sinon tu n'auras pas tes subventions. Puis ils disaient oui, voilà. Quand j'ai habité au Brésil entre 76 et 78, on disait que le président du Brésil, c'était l'ambassadeur des États-Unis. Les gens disaient ça ouvertement. On dit ça à Kiev aussi actuellement. Comment? On dit ça aussi à Kiev actuellement. Mais c'est bien pire, mais c'est bien pire. À Kiev, c'est bien pire, puisqu'on a nommé la chef du poste économique de l'ambassade américaine à Kiev, on l'a nommée ministre des Finances, l'américaine, on l'a nommée ministre des Finances de l'Ukraine. Alors, c'est comme si on disait au Togo, ben écoute, on fomente une révolution au Togo et on va mettre comme Premier ministre l'ambassadeur de France au Togo. D'accord? Et après, on va dire, mais attendez, c'est un pays souverain. Il y a 3 millions de personnes qui sont sous les bombes pendant 8 ans, donc ils ne peuvent pas voter. Et ça compte pas. Et le gouvernement, il est fait avec des étrangers. C'est des Français à qui on a donné la nationalité togolaise le jour de l'intronisation. Alors après, on va dire que c'est un pays souverain, moi je veux bien, mais c'est pas un pays souverain, c'est un pays colonisé, complètement colonisé. Donc voilà un peu le schéma, si vous voulez. Donc je pense que les Russes ont gagné dès le début. Ensuite, bon, la partie militaire, évidemment, est centrale. Alors, je pense qu'il y a eu un gros quiproquo au début. D'abord, je ne pense absolument pas que les Russes ont voulu envahir l'Ukraine. Ça ne tient pas la route une seconde parce qu'ils sont rentrés avec 120 ou 150 000 soldats. Quand vous voulez envahir un pays de 600 000 km², plus grand que la France, qui en fait 550 000, vous ne rentrez pas avec un contingent de 150 000 soldats. Quand Hitler a voulu envahir la Pologne, qui fait 350 000 km², si je ne m'abuse, il est rentré avec 1,5 million de soldats, pas avec 150 000 soldats. Donc en fait, Poutine est rentré, parce que qu'est-ce qu'il voulait au départ? Il voulait un Minsk 4, puisque on n'a pas... les gouvernements internationaux, scandaleusement, se sont couchés et ont fait semblant d'oublier Minsk 1, Minsk 2. Donc, ils voulaient un Minsk 3.
Et d'ailleurs, j'ai trouvé dans un article intéressant de Antoine Colonna, le fait que le pays qui a vendu le plus d'armes à l'Ukraine entre 2015 et 2022, c'est la France. Donc, c'est-à-dire que c'était le pays qui était le garant du désarmement de l'Ukraine dans le cadre d'un plan de paix, qui a profité du fait qu'il était le garant du désarmement pour armer l'un des deux belligérants. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, Poutine est rentré avec 150 000 soldats. D'après Xavier Moreau, le fait d'avoir envoyé des troupes en partie euh, autour de Kiev, ça a permis de bloquer une bonne partie de l'armée ukrainienne. Et il dit c'est un coup de génie parce que du coup, ils ont envahi 18% du territoire, plus ils ont pris Mariupol, plus le site, avec 150 000 soldats, ce qui est une prouesse absolument extraordinaire. Parce que arriver à 1 contre 1 ou à moins de 1 contre 1, disons, à faire ses gains militaires, ça lui semblait absolument vraiment très fort sur le plan militaire. Voilà ce qu'il pense. Donc moi, je ne pense pas. Mais par contre, Poutine est rentré avec un petit contingent pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que, comme c'est un type très prudent, c'est un type capable de prendre des gros risques, mais c'est quand même un type prudent, il n'a pas voulu rentrer dans la guerre avec l'ensemble d'un contingent russe sans avoir mis d'abord sa population de son côté. Parce que lui savait que c'était une guerre existentielle, puisqu'il a dit dès le début du conflit, il a dit aux Russes, nous ne pourrons pas vivre avec un pistolet sur la tempe. C'est pour ça que l'un de mes articles, que j'ai écrit, l'un des premiers que j'ai écrit, ça s'appelait l'Ukraine, ce n'est pas les Sudètes, c'est Cuba. C'est-à-dire Poutine, il est dans la situation de Kennedy, avec quelqu'un qui vient s'installer juste à côté, derrière sa frontière, et qui va lui mettre des missiles. C'est pas possible. Et ça, les Russes, les Américains le savent depuis le début, que si les Russes perdent, la guerre est nucléaire obligatoirement. Vous voyez? Donc, il y a une différence de compréhension de la guerre et de philosophie de la guerre. Les Américains ont d'autres objectifs de guerre. Ils ont l'objectif d'affaiblir la Russie progressivement, mais ils veulent pas que si la Russie s'effondre, ils ont une bombe sur les États-Unis, parce que c'est ce que Kennedy aurait fait. Vous voyez? Donc, l'un de ses objectifs, c'est il veut convaincre sa population. Évidemment, autour de lui, on sait que c'est une guerre existentielle, mais la population russe, elle, ne le sait pas forcément. Il faut lui faire comprendre. Et c'est nous qui allons lui donner ce sésame absolu en disant salaud, ordure, boucher, on va débaptiser, on va empêcher les Russes, on va empêcher les pauvres, comment dire, tennisman russes et autres, etc., les compétitions, on va débaptiser les collèges Solzhenitsyn. Les Russes ont découvert brutalement qu'en fait, on n'en voulait pas ni à Poutine, ni à l'Ukraine, ni à quoi, mais on voulait la destruction de la Russie, à tort ou à raison. Alors, ils se sont dit, mais cette guerre est donc existentielle, ils l'ont compris. Voilà. Donc, il fallait du temps à Poutine pour transformer une opération militaire spéciale en une opération, je dirais, de défense de ses frontières internes. Et ça, c'est nous qui lui avons donné cette arme-là par une politique médiatique que nous avons trouvée formidable, mais en fait qui était totalement contre-productive. Stratégiquement, ce que nous avons fait, c'est totalement idiot, et totalement idiot. On lui a donné ce dont il avait le plus besoin, en fait. Et l'autre raison, c'est que comme en fait il voulait obtenir un Minsk 3, il a préféré rentrer avec un petit contingent, je dirais de façon un peu timide, en disant je reste sur ma région, etc., en se disant bah, on va peut-être discuter, on va laisser en fait la possibilité à la discussion. Et de fait, il y a eu 2 périodes, une première période à la frontière biélorusse où ils ont commencé à discuter, sauf que deux des négociateurs, ça on n'a pas trop parlé, négociateurs ukrainiens coup sur coup, ont été assassinés à leur arrivée, à leur retour à Kiev. 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire les gars, vous êtes là pour faire semblant, mais pas pour négocier.
Donc ça, on leur a fait comprendre. Alors, est-ce que ça peut venir que des Le Américains? Wall Street Journal a dit qu'ils ont été assassinés par le service secret ukrainien, quand même, par le SBU. Il y a eu un long article sur la question, Il y a c'est-à-dire combien de que temps? c'était au mois de novembre dernier, et ça veut dire qu'en fait, que nous soutenons un régime qui fait des exécutions extralégales, Voilà, c'est ça, tout à fait. et qui l'avoue. Voilà. Et la défense, en fait, du conseiller de Zelensky, Podolyak, C'est qu'on avait découvert que était c'était des de dire- attentats russes. Attends, c'est encore mieux, était de dire, parce qu'en fait, le mec était agent double, en fait, pour les FSB russes et pour les services secrets militaires ukrainiens. Et en fait, le SBU, l'autre service secret ukrainien, en fait, le savait pas, Ah bon? et l'ont buté. Ah non, c'est ça. Voilà. Et il dit, ouais, mais bon, vous savez, c'était un excès au début de la guerre, on n'était pas très bien coordonné. Maintenant, ça C'est pourrait ça. plus se faire. Voilà. On n'exécute que les bonnes personnes maintenant. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Génial. Donc, en fait, il y a eu ça et il y a eu donc Istanbul. Et puis, ça s'est arrêté. Évidemment, Boutcha est arrivé au moment absolument parfait pour qu'on se dise, ah ben, c'est un salaud, c'est une ordure, on discute plus avec lui, etc. Ça s'est arrêté. Et ensuite, il y a donc eu une reprise à l'automne parce que les Russes ont nettoyé les Ukrainiens dans un premier temps. Et ensuite, il y a eu comment dire, l'OTAN qui a pris véritablement la main, et c'est là que l'armée, du coup, otano-kievienne, même si elle n'a jamais cessé véritablement, puisque les Américains ont financé la reconstruction de l'armée entre 2015 et 2022, à partir de ce moment-là, les Russes donc sont montés en pression, et on a aujourd'hui la situation dans laquelle on est. Donc, militairement, moi, je reste sur les mêmes fondamentaux que j'ai toujours pensé. C'est que quand vous avez un rapport de tir de l'ordre de 10 contre 1 ou de 20 contre 1, ça veut dire d'abord que le rapport de mort, il est à peu près du même ordre, parce que les morts, c'est essentiellement des morts par l'artillerie. Donc, si vous avez un pays qui tire 10 fois plus que l'autre, ça veut dire qu'à peu près, il y a 10 fois plus de morts. Il y a 10 fois plus de morts. Donc, quand on dit aujourd'hui qu'il y a 300 000 morts à peu près, et peut-être 4 ou 5 fois plus de blessés dans l'armée ukrainienne, qu'on est à la 12e ou 13e, on va chercher des gamins de 16 ans, des filles de 18 ans et des personnes de 70 ans pour aller chercher dans l'armée. Quand vous avez un système comme ça, celui qui a les armes ne peut pas perdre. Peut pas perdre. Surtout si il a en plus la meilleure défense aérienne du monde, anti-aérienne du monde. Donc, comment ce pays-là peut perdre? Comment est-ce qu'on peut? Alors, on alimente le feuilleton, on dit, ah mais attendez, la contre-offensive, etc. Mais les fondamentaux n'ont pas changé. Les Russes ont des capacités à fabriquer des armes très bon marché, avec un complexe industriel qui, rappelait Xavier Moreau récemment, est le meilleur d'Europe. Le complexe industriel russe est le plus important, pas seulement militaire ou industriel, mais industriel est le plus important d'Europe. Nous avons quoi, 12-13% d'industrie. Les Allemands, ils en ont quoi, 20%, et les Russes doivent être autour de 30%. Donc, eux, ils ont la capacité de fabriquer ad vitam aeternam des armes pas chères. Leur économie se porte bien. Ils ont retrouvé les fondamentaux qui étaient ceux d'avant la guerre. Donc, bonjour, comment ça s'appelle, les sanctions, quoi. Hein. Donc voilà. Donc je ne m'étends pas plus. Simplement, comment est-ce que tout ça peut finir? Moi, je pense que de toute façon, l'objectif des Américains, ils poursuivent deux stratégies comme ils l'ont toujours fait. Une stratégie, c'est d'écraser les Russes, et d'autres stratégies, c'est d'écraser les Européens. Parce que leur problème, c'est qu'il ne faut pas que les Européens et les Russes se mettent ensemble. Donc, s'ils n'arrivent pas à écraser les Russes, s'ils écrasent les Européens, à terme, il y a les problèmes de dédollarisation, etc. Mais en fait, à court terme, ils y gagnent. Ils nous vendent, c'est eux qui nous vendent le gaz, etc., etc. Et les armes, aujourd'hui et demain.
la Pologne est en train de remplacer ses tanks allemands européens par des tanks américains. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, Et le tout avec nos impôts, parce que bien c'est sûr, bien sûr. Donc, il y a Romania. Donc, moi, je pense que les derniers qui voudront avoir un système de paix, c'est les Américains. Parce que le jour où on signe un traité de paix, on dit, ah, mais on veut la paix, le lendemain, Macron, Scholz, Van der Leyen, ils sont tous à Moscou, en train de faire la queue devant le bureau de Poutine, donne-moi du gaz, donne-moi l'accès à ton marché, rends-moi l'accès au financement du projet, comment ça s'appelle, Yamal, etc. Donc voilà. Donc il n'y aura pas de paix. Il y aura un système de non-belligérance de façon coréenne. C'est tout ce qu'il peut y avoir. Voilà. Le temps que les Américains bouffent tout ce qu'ils peuvent sur l'Europe. Donc c'est haro dessus. Ils ont deux proies, l'une qui se défend comme un beau diable et l'autre qui se défend pas. C'est pas compliqué de deviner laquelle des deux ils vont manger. Voilà, c'est pas compliqué. Donc nous, on est là. Alors, excusez-moi, mais on parle de développement durable, d'inclusion, de diversité, des labels éco, etc., etc. Et puis pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger contre le pillage de l'information, contre les lois, l'extraterritorialité du droit américain? On vient de vendre l'école de guerre économique à un groupe espagnol, d'après ce que j'ai compris. Donc notre école de guerre économique, on vient de la vendre. Mais, et moi, j'ai fait HEC, hein. J'ai fait l'ESSEC, j'ai fait HEC. Et je suis très actif au sein de l'association HEC. HEC, on ne vous parle que de sauvetage de la planète. Hein. C'est ça. Et alors j'aurais dit, attendez, la fracture sociale, c'est peut-être important. Et puis, ce qui est en train de se passer là, les énormes nuages noirs que vous avez avec le tsunami, faut peut-être regarder ça aussi. Comment vous allez sauver vos entreprises? Vous voyez? Donc, voilà ce que je pense. Alors, je pense que les Américains, à moyen ou à long terme, ils sont plutôt perdants, mais à court terme, ils vont être gagnants. Ils vont profiter de la situation. Les Russes, ils ont une situation qui est finalement pas si simple parce qu'ils sont obligés de basculer d'un peuple qui est globalement un tropisme à l'ouest. Ils sont obligés de changer culturellement. Je suis pas sûr que les élites qui sont mondialistes et pro-occidentales, elles acceptent très facilement de dire bon bah maintenant au lieu d'aller à Paris, à Londres et à New York, vous allez aller à Pékin, mais vous allez faire du pognon. Alors c'est ce qu'il est en train d'essayer de leur expliquer. Ils aiment bien Dubaï et Abu Dhabi quand même. Comment? Ils aiment bien Dubaï et Abu Dhabi quand même. Oui, ils aiment bien Dubaï et Abu Dhabi. Mais disons, ça fait un changement culturel que le pouvoir va devoir gérer. Il faut également, dans une situation comme ça, arriver à rester sur la limite pour garder en même temps les libéraux, je dirais, qui veulent faire du commerce, et puis les nationalistes qui veulent garder leur pays. C'est un peu la problématique de Franco, quand j'habitais en Espagne, de garder d'un côté les hautes bourgeoisies, etc., qui étaient là pour développer le pays, et puis ceux qui gardaient l'esprit national, son armée, et il a fait ça pendant. Je trouve que Poutine ressemble beaucoup à Franco sur le plan de cette espèce d'équilibre, parce que si vous tombez dans le nationalisme, vous fermez votre pays. Si vous tombez dans le libéralisme, vous tuez l'esprit national. Il vous faut les deux. Et pour ça, il vous faut parfois une main de fer pour faire en sorte que vous donniez le pouvoir ni aux uns ni aux autres. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il essaie de faire. Donc je pense que c'est ça sera sa stratégie pendant les prochaines années. Je pense que le jour où les Américains auront bien pillé l'Europe, ils peuvent très bien aller voir les Russes en leur disant bah, finalement, pourquoi est-ce qu'on est fâché? C'est le passé. D'ailleurs, Zelensky, il a disparu dans des conditions. Mais si on peut se remettre. Certains me disent les Russes n'accepteraient jamais ça. Mais moi, je pense qu'un gars aussi froid que Poutine, avec un tel sens de la géopolitique, il se dira si je me suis tiré des pattes du puma américain, c'est pas pour me jeter dans les pattes du tigre russe, du tigre chinois. Donc,
je vais essayer de revenir un peu vers l'ouest et puis rester comment dire, une puissance d'équilibre, ce que j'aurais toujours dû être, et en même temps d'essayer de faire entrer dans son projet les Indiens, les Africains, le Brésilien, etc., etc., pour faire en sorte que les Chinois ne soient pas trop majoritaires dans son système. Donc voilà. Voilà un peu comment je dessine. Je crois qu'on peut dessiner la suite des choses. On va le savoir. En tout cas, le couillon, excusez-moi, c'est nous. Oui, Ça, c'est clair. Parce que en plus, nous, on n'est pas aussi piégés que les Allemands parce qu'on n'a pas besoin du gaz russe. Donc, si à un moment donné, on avait dit dès le début, non possumus, hein, nous, on n'y va pas. Par contre, on accueille 5 millions de réfugiés ukrainiens, on leur fait juste signer un papier comme quoi ils s'engagent à retourner dans leur pays à la fin du conflit, mais on les accueille tous, on vous envoie tous nos médecins, on vous envoie les pansements, les tentes, etc., les médicaments, tout. Nous, on est humanitaire, mais vous n'aurez pas une arme, zéro. Qu'est-ce qui aurait été derrière? Il fallait faire face. Et d'abord, il y a une partie de l'opinion qui se serait dit, c'est bien, c'est conforme à l'esprit de la France, qui aurait été les Allemands, il aurait été sans nous, les Allemands, avec des chars et tout ça, ils se seraient dit, oh là là, on va nous parler de notre passé. Les Polonais, ils se seraient dit, on y va, puis ils seraient regardés derrière, et derrière, il n'y a personne. Alors, si, il y avait l'oncle Sam quand même. Oui, oui. Vous savez que le président polonais s'est fait piéger par Hollande, comme Hollande, par les deux zigotos, là. Et quand ils lui ont dit, ils se sont fait vexer par je ne sais pas qui, un dirigeant quelconque, et puis ils lui ont dit, mais de toute façon, tu détestes les Russes. Il dit, oh, je les déteste. Il dit, bon, tu vas leur rentrer dans le chou. Il dit, ouh là là, le président ou le premier ministre, ouh là là, mais c'est pas si simple. Non, 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 on n'a pas envie de se faire casser la gueule. Enfin, voilà, il a reconnu. D'ailleurs, aujourd'hui, un des pays qui font le plus d'affaires avec les Russes, c'est les Polonais. Tout en prenant des Américains, D'ailleurs, Simon Hersh, et je vais finir là-dessus, a dit il y a 2 jours que les services internes de la CIA qu'il connaît bien lui disent qu'actuellement, ceux qui sont en train de faire pression sur Zelensky pour qu'il démissionne, c'est les Polonais et les Baltes. Les Polonais et les Baltes qui il faut lui casser la gueule. Le controversé, c'est humanitaire. Parce que Poutine a dû leur dire, écoutez les gars, si vraiment ça tourne mal, les prochains qui sont rasés sur la liste, c'est vous. Hein. Réfléchissez bien. Et vous savez que je ne plaisante pas. Donc je pense que, bon, donc il faut bien regarder les choses, il faut faire une vraie analyse. Merci beaucoup. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.